Imaginez une ville où l'histoire ne dort jamais. Une ville dont les pavés chuchotent des récits séculaires, où chaque pierre, chaque ombre pourrait détenir un secret. Paris, la ville lumière, est renommée pour sa beauté, sa romance, son art. Mais et si je vous disais qu'elle est aussi la capitale des âmes errantes? Un carrefour entre notre monde et l'au-delà. Et si, sous son faste et sa splendeur, se cachait une autre réalité, peuplée de fantômes qui refusent de quitter la scène de leur drame passé? Préparez-vous à un voyage glaçant au cœur d'un Paris que la plupart n'osent même pas imaginer. Oubliez les clichés romantiques. Ce soir, nous allons explorer les mystères les plus sombres de la capitale, là où les mondes se croisent et où les spectres du passé continuent de nous hanter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de l'histoire et du paranormal pour explorer un aspect moins connu mais fascinant de Paris, ses légendes fantomatiques. La capitale française est une mosaïque d'époques, de joies et de tragédies, et ces récits de fantômes reflètent cette dualité profonde. Nous allons vous emmener dans deux lieux emblématiques, diamétralement opposés, mais unis par le voile de l'inexplicable. Le faste maudit de Versailles, où une reine décapitée chercherait encore sa paix, et les entrailles sombres des catacombes, un empire souterrain où des millions d'âmes anonymes reposent dans un silence éternel, mais parfois perturbé. Ces deux légendes, l'une ancrée dans la grandeur royale, l'autre dans l'obscurité macabre, nous offrent deux facettes de la mémoire de Paris, où le passé déambule parmi les vivants de manières étrangement différentes. Attachez vos ceintures, car ce voyage sera aussi captivant que terrifiant. Commençons notre exploration par le lieu le plus emblématique de la monarchie française, le château de Versailles. Symbole d'une puissance royale absolue et d'un faste inégalé, Versailles est également le théâtre d'une des histoires de fantômes les plus célèbres et les plus débattues du monde. La légende tourne autour d'une figure tragique, dont le destin a scellé la fin d'une ère de Niaste, la reine Marie-Antoinette. On raconte que son esprit tourmenté entrait encore les somptueux couloirs et les jardins verdoyants de ce qui fut jadis sa prison dorée, plus particulièrement son refuge intime, le Petit Trianon. Ce petit palais, un havre de paix qu'elle avait créé pour échapper aux contraintes étouffantes de la cour, est devenu le centre de mystérieuses apparitions. Les visiteurs et le personnel du château ont souvent rapporté des sensations étranges. Une brume blanche qui apparaît et disparaît sans raison, des frissons soudains et inexpliqués, une chute drastique de la température ambiante, ou encore des objets qui semblent se déplacer d'eux-mêmes près du lit de la reine. Mais parmi toutes ces anecdotes, la plus fascinante et la plus étudiée reste l'énigme de l'incident Moberly-Jourdan. Une histoire qui défie la logique et brouille les frontières entre le passé et le présent. Une histoire qui a captivé l'imagination de millions de personnes et continue de semer le doute. L'histoire se déroule un après-midi torride d'août 1901. Deux respectables universitaires anglaises, Charlotte Anne Moberly, alors âgée de 55 ans et directrice du St. Hugh's College d'Oxford, et Eleanor Jordan, sa jeune assistante de 38 ans, décident de profiter de cette belle journée pour visiter les jardins de Versailles. Loin d'être des esprits naïfs, ces femmes étaient des intellectuels rationalistes, ancrés dans la logique et la recherche. Après avoir exploré le château principal, elles décident de se diriger vers le Petit Trianon. C'est à partir de ce moment que leur promenade prend une tournure inattendue, les entraînant dans un événement qui allait défier toutes leurs convictions et les propulser au cœur d'un mystère historique. Alors qu'elles s'enfoncent dans les allées des jardins, une étrange sensation commence à les envelopper. Un sentiment croissant de mélancolie, presque d'oppression. Moberly décrit plus tard cette atmosphère pesante avec des mots saisissants. Tout semblait soudain irréel et par conséquent désagréable. Même les arbres paraissaient plats et sans vie, comme du bois ouvré dans une tapisserie. C'est comme si le monde autour d'elle perdait sa vitalité, devenait une scène figée d'une autre époque. Puis, une série de rencontres des plus étranges débute. Elles aperçoivent d'abord deux hommes vêtus de longs manteaux gris et de chapeaux tricornes, des tenues qui semblaient tout droit sorties d'un autre siècle, ressemblant aux gardes jardiniers d'une époque révolue. Ces figures, silencieuses et distantes, ajoutent à l'étrangeté de l'expérience. Peu après, elles tombent sur un homme assis près d'un kiosque, dont le visage est décrit comme repulsant et odieux, et marqué par les cicatrices de la petite vérole, une maladie du passé. L'ensemble de la scène, la lumière, le silence, les personnages, tout contribuait à créer une atmosphère de songe éveillé, où les repères temporels semblaient se dissoudre. Poursuivant leur chemin dans cette atmosphère de plus en plus surréaliste, elles sont interpellées par un autre homme, grand,
aux cheveux noirs bouclés, qui les pressent d'avancer dans une langue qui leur paraît étrange et incompréhensible. Comme si elles étaient des intruses dans un tableau dont elles ne saisissaient pas les règles. Enfin, à l'approche du petit Trianon, Moberly fait une observation cruciale. Elle note une dame assise sur l'herbe, en train de dessiner. Cette femme est vêtue d'une robe d'été claire et coiffée d'un grand chapeau blanc. Son apparence est résolument démodée. À ce moment précis, elle n'y prête pas attention particulière, mais le sentiment général est celui d'une ambiance onirique, presque inquiétante. L'étrange, c'est que Jourdan, sa compagne, ne voit absolument rien. La femme, le chevalet, le tableau, tout est invisible à ses yeux. Peu de temps après cette dernière rencontre, elles rejoignent un autre groupe de touristes, et le sentiment étrange se dissipe aussi soudainement qu'il était apparu. Le monde redevient normal. Les couleurs sont plus vives, les sons plus clairs. Comme si le voile s'était levé, les ramenant brusquement à leur époque. Les deux universitaires ne parlent pas de leur expérience pendant une semaine, comme si elles craignaient de donner corps à cette étrangeté. Mais la mémoire de cet après-midi extraordinaire les tenaille. C'est Moberly qui brise le silence en demandant à Jourdan si elle pensait que le petit Trianon était hanté. Jourdan répond par l'affirmative, révélant qu'elle aussi avait senti l'étrangeté, même si leurs visions n'avaient pas été identiques. 3 mois plus tard, elle décide de comparer leurs notes et entame une recherche exhaustive. Elle découvre des cartes anciennes des jardins qui correspondent précisément au chemin qu'elles ont emprunté, y compris un pont et un kiosque qui n'existaient plus en 1901. Leurs investigations les mènent à une conclusion stupéfiante. Elles auraient été victimes d'un glissement temporel, une brève incursion dans le passé. Elles auraient, selon elles, été témoins des jardins tels qu'ils étaient le 10 août 1792, jour de la prise du palais des Tuileries et de l'emprisonnement de la famille royale. La dame en train de dessiner, que Moberly avait seulement vue, ne serait pas d'autre que Marie-Antoinette elle-même, revivant ses derniers jours heureux dans son refuge bien-aimé. Une sorte d'empreinte mémorielle de la reine, figée en le temps. Elle publie leur incroyable récit en 1911, sous le titre « An Adventure », utilisant des pseudonymes, mais le livre fait rapidement sensation. Bien sûr, des explications plus rationnelles ne tardent pas à surgir. Certains suggèrent qu'elles auraient pu tomber sur une fête costumée privée organisée par l'excentrique aristocrate Robert de Montesquiou, ou qu'elles auraient souffert d'une folie à deux, une hallucination partagée. Mais quelle que soit la vérité derrière cet événement, leur histoire a ajouté une touche de mélancolie et de romance à la grandeur de Versailles. Elle a donné corps à la mémoire d'un monde aristocratique perdu, un monde englouti par la guillotine dont l'écho continue de résonner à travers les âges. Le fantôme de Marie-Antoinette, qu'il soit réel ou le fruit d'une puissante suggestion, est devenu indissociable des lieux, un rappel poignant de la fragilité du pouvoir et de la persistance de la douleur au-delà de la mort. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un fantôme, c'est l'histoire d'une empreinte, d'un mémoire si puissant qu'il traverse les siècles, nous invitant à écouter le chuchotement du vent et les murmures de l'oubli. Maintenant, changeons radicalement de décor et plongeons dans un autre type de mystère parisien. Si Versailles représente la tragédie personnelle et dorée d'une reine, les catacombes de Paris nous confrontent à une réalité beaucoup plus vaste et anonyme, celle de la mort de millions de citoyens ordinaires. Ici, pas de palais, pas de jardins luxuriants, mais une immense nécropole souterraine, un empire des morts s'étendant sur des kilomètres sous la ville lumière. Cet endroit, à la fois macabre et fascinant, n'est pas né d'une volonté historique, mais d'une crise sanitaire terrifiante à la fin du XVIIIe siècle. Les cimetières parisiens, et particulièrement le cimetière des Saints-Innocents, étaient dangereusement surpeuplés après des siècles d'utilisation intensive. Les tombes rebordées, les maladies se propageaient, l'air était vicié et les eaux souterraines contaminées. La mort était devenue une menace constante, même pour les vivants. Le point de non-retour est atteint en 1780. Un mur d'une cave adjoignant le cimetière des Saints-Innocents s'effondre sous la pression insoutenable des corps en décomposition. Des restes humains, des ossements et des bouts putrides se déversent dans la cave d'un habitant. Cet incident horrible et repugnant force les autorités à prendre des mesures drastiques. Il fallait désengorger la ville de ces morts, et vite. La solution est trouvée dans l'immense réseau de carrières de calcaire souterraines qui s'étend sur des centaines de kilomètres sous la capitale. Un dédale obscur, oublié, mais providentiel. Ces anciennes carrières, témoins silencieux de la construction de Paris, allaient devenir la dernière demeure de millions d'âmes. L'opération colossale de transfert des ossements débute en 1786. Pendant des décennies, des interminables processions nocturnes traversent la ville. Des chariots recouverts de draps noirs, tirés par des chevaux lents et silencieux, escortés par des prêtres chantant des litanies et des ouvriers transportant les restes de plus de 6 millions de personnes vers ces tunnels obscurs. C'est une vision macabre, une danse lugubre entre les vivants et les morts,
sous le regard indifférent des étoiles. Au début, les ossements sont simplement jetés pêle-mêle dans les galeries. Mais au début du XIXe siècle, un homme, l'inspecteur Éricard de Thury, décide de transformer ce chaos en une œuvre macabre mais étrangement artistique. Il organise les crânes et les fémurs en formations esthétiques et terrifiantes, créant des murs, des piliers et des motifs décoratifs. La folie de la mort-masse est ainsi transformée en un musée unique au monde, un testament silencieux à la condition humaine. Les catacombes se transforment rapidement dans un terroir fertile pour les légendes les plus effrayantes. L'inscription emblématique à leur entrée, « Arrête, c'est ici l'empire de la mort », donne le ton à l'expérience qu'on apprête à vivre, un avertissement solennel. Les légendes racontent des histoires de personnes qui se sont aventurées trop loin dans les tunnels labyrinthiques et n'en sont jamais revenues. Des cris, des chuchotements, des ombres mouvantes. La plus célèbre de ces